Bien, bonjour à tous. Un petit bonheur de se retrouver ici quand même, surtout après de telles interventions. Je voudrais simplement vous dire que nous allons débattre exactement dans le processus inverse de ce que vous avez vu pour la première table ronde. La première table ronde, on est parti d'un sujet, la transformation, et naturellement avec l'intelligence artificielle, de voir dans chacun des exemples comment cette transformation pouvait exercer. C'est-à-dire qu'on avait le sujet du mouvement et chacun, dans son propre domaine, voyait quelles étaient, pour le leadership, les leçons à tirer. Il y avait quelques inquiétudes. Sur les inquiétudes, je voudrais juste dire un mot que j'ai entendu. Il faut quand même avoir confiance dans les jeunes générations. Ça fait 15 ans que j'enseigne le leadership dans cette école. Les jeunes, ça change aussi vite que l'IA. Et je vous assure qu'ils vont très très vite. Et qu'au fond, il faut quand même avoir l'idée quand même que dans le changement de l'IA, il va y avoir tous les autres changements qui sont simultanés et qui sont très importants, de comportement, de consommation, de culture. Et tous ces changements-là font qu'il y a ceux qui sont adaptés et ceux qui ne seront pas adaptés. Et une chose est certaine, c'est que les jeunes, aujourd'hui, ils sont bien connectés quand même. Et au fond, je les trouve, en ce qui concerne en tout cas ceux qu'on fréquente ici, je les trouve assez connectés et assez musclés pour faire la compétition qui est aujourd'hui demandée. Donc simplement un petit message d'optimisme que je voulais vous dire. Mais donc on a eu un débat très intéressant avec l'intelligence artificielle et on a vu des belles aventures professionnelles nous montrer les forces, les inquiétudes et les process qu'ils étaient en train d'engager. Nous, on va partir du système inverse. On va partir de grandes aventures, d'aventures singulières, spécifiques, qui sont originales, et on va essayer de remonter jusqu'à la construction un peu d'une approche sur le leadership. On part à l'envers, on va partir de l'expérience. Alors, nous n'avons que des gens formidables ici. Ils vont se présenter rapidement, mais au fond, nous avons un entrepreneur avec Netflix, un général qui a traversé de multiples fonctions du bas au sommet. Nous avons un professeur, naturellement président de l'Institut aujourd'hui du leadership ici dans cette école, avec donc la dimension académique qu'il faut toujours avoir sur ces sujets. Avec Alicia, nous avons une capitaine, navigatrice, qui a vu toutes les souffrances du leadership. Et avec Jean-Emmanuel, on a un chef d'entreprise qui a construit une énorme entreprise dans un secteur particulièrement difficile qui était, mon cher Henri, à la limite du public et du privé, aventure privée sur une préoccupation publique, si on peut résumer. Simplement, donc on va partir, ils vont raconter un petit peu comment ils ont fait et comment ils ont rencontré ce qu'est un peu le leadership. Donc la boîte dans laquelle j'aimerais bien qu'on puisse essayer de mettre tout ça ensuite, c'est d'abord de se dire que le leadership, il est structuré quand même, quand on prend tous les experts, tous les bouquins, tout ça, il est quand même structuré autour de 3 piliers très importants qu'il faut voir. Il y a tout ce qui concerne la perspective, l'horizon, le cap, la stratégie, la destination, la perspective. Ça, c'est grosso modo là où on va. Dernière phrase d'Hernani, une force qui va et qui sait où elle va. La vision, ça c'est un pôle. Le deuxième pôle, c'est le chemin, c'est la mise en mouvement pour atteindre cette destination. La mise en mouvement, la transformation, l'action, le chemin, l'opérationnalité. Tout ça, les équipes à manager, tout ce qui concerne cette mise en mouvement. Et puis troisièmement, troisième pilier, la culture, le lien qu'il y a dans le groupe pour faire ce chemin. Le lien qui vient d'en haut, le lien qui vient d'en bas, le lien qui vient de l'histoire, toutes les formes de lien, le groupe, le lien, la cohérence dont on a parlé tout à l'heure, l'harmonie, etc. Donc ce sont les 3 piliers. Ensuite, il faut naturellement se mettre, et ça a été dit à plusieurs reprises tout à l'heure, ce mot contextualiser, c'est-à-dire les circonstances. Le général de Gaulle disait en général que l'essentiel de l'action se bâtit sur la circonstance. Parce qu'au fond, des actions de leadership, il y en a des milliers. Des comportements de leadership, il y en a des centaines. Et au fond, la circonstance détermine exactement l'utilisation. Et c'est pour ça qu'on va partir de vos circonstances pour remonter à la substance. Parce qu'au fond, on dit un bon leader, c'est quelqu'un qui sait bien parler. Oui, mais un bon leader, c'est souvent quelqu'un qui sait bien se taire. Un bon leader, c'est quelqu'un qui sait rassembler. Oui, mais un bon leader, c'est aussi quelqu'un qui sait faire une rupture.
tout dépend un peu du contexte et de la situation. D'où le diagnostic partagé, d'où un certain nombre de choses qui font qu'au fond, on voit la boîte à outils et en fonction des 3 piliers, on prend les outils dont on peut avoir besoin. Donc ce sont les 3 piliers sur lesquels on va essayer de regrouper un peu, notamment les verbes de l'action. Je comptais que dans la boîte à outils du leadership, vous avez à peu près une trentaine de verbes. Écouter, décider, anticiper, respecter, protéger, remercier, convaincre, confier, impacter, envisager, entraîner, grandir, rassembler, oser, commander, évaluer, tracer, progresser, créer, choisir, aimer, croire, changer, inspirer, incarner, etc. etc. Bon, tout ça, au fond, c'est votre boîte à outils. Et tout ça, naturellement, les expériences, ça va compter pour ça. Mais au fond, vous allez inscrire tout ça dans votre perspective, dans votre mise en mouvement, et ensuite, dans ce qui est pourtant très important, c'est l'ensemble de la culture. Donc, on va commencer par le professeur, ici, qui va s'exprimer. Parce qu'on va commencer par ce mot, qui est le mot éduquer, mais c'est éduquer, c'est transmettre, c'est aussi un peu construire, quand il s'agit du personal branding, par exemple, dont vous êtes spécialiste, un certain nombre de sujets de cette nature. Donc, dans votre expérience, dans votre job, en plus, ici, qu'est-ce qu'il y a de sens pour l'ensemble de la fonction du leadership, et notamment à partir de votre expérience éducative? Alors, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour replacer les choses peut-être dans leur contexte, je voudrais faire aussi le lien avec le sujet du panel précédent sur l'IA. Oui. En fait, vous avez dit un certain nombre de verbes et on pourrait avoir le fantasme de dire aujourd'hui qu'avec l'IA, tous ces verbes seraient relégués au passé. En définitive, on s'aperçoit bien que tous ces verbes restent, et on va le voir avec les différentes personnes du panel, plus que jamais au centre des enjeux de nos étudiants. Alors après, pour la destinée, vers où on veut amener nos étudiants à aller? En définitive, on a beaucoup parlé d'IA, de futur, mais nous, ce que l'on veut aussi amener nos étudiants à penser, c'est la question de ce que l'on veut faire avec l'IA. On sait qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'IA, et notre responsabilité demain en tant qu'éducateur, c'est de leur dire, attention, il y a un moment, en tant que leader demain, vous devrez aussi poser des limites à l'utilisation de l'IA. Et il y a un mot qui est clé derrière tout ça, c'est la question de l'éthique, en fait. Quelle est l'éthique, le management de l'éthique de ces outils, que ce soit l'IA ou des autres outils, en fait, qui sont aux mains des leaders d'aujourd'hui? Ben, quelle est cette éthique que vous voulez développer pour vous-même, mais aussi pour vos collaborateurs? Puisqu'on parle aujourd'hui d'inclusive leadership, vous en avez parlé lors de la première table ronde, c'est de se dire, je veux que les leaders aient potentiellement des profils très différents selon les contextes, selon les situations, mais je veux aussi permettre à tout un chacun de développer son propre leadership. Donc il y a aussi ces dimensions-là qui doivent être pensées en tant que destinée et en tant que comment. Après, dans le comment, on a parlé lors de la première table ronde et on en a parlé aussi entre nous de différentes compétences qu'on veut amener les étudiants à développer. Alors aujourd'hui, on se dit il faut développer l'esprit critique, il faut développer l'empathie, il faut développer toutes ces soft skills. La grande question pour nous, c'est comment développer ces soft skills. Et on croit vraiment, à l'intérieur de l'école, à l'intérieur de l'institut que je dirige, au fait qu'à la fois, il faut avoir des cours dédiés où on va mettre le focus, mais ce n'est pas uniquement l'enjeu de ceux qui portent de ces sujets, c'est aussi l'enjeu de tous les professeurs de permettre, quand on fait un cours de finance, quand on fait un cours de marketing, aux étudiants de réfléchir à ce qu'ils vont produire, à leurs décisions, à l'utilisation ou pas des outils. Et ça renvoie aujourd'hui à une pédagogie qui renvoie à la fois à ces outils technologiques, mais au retour parfois à du papier, au retour à une réflexion, à des essais critiques. Et donc, il y a cette dimension-là aujourd'hui que nous devons réfléchir, c'est comment on les amène à destination avec des outils qui parfois pourraient être des outils extrêmement réducteurs dans l'analyse et réducteurs dans la prise de décision. Donc, c'est leur faire aussi un pas de côté par rapport à ces outils. Le dernier point que je voudrais mettre en évidence réside dans le fait que je développe tout un séminaire à l'ESCP sur le personal branding. Donc, le personal branding, c'est faire savoir quelles sont ses compétences. Alors, derrière ce mot un peu valise et qui peut aussi susciter des fantasmes, il y a l'idée que un leader peut développer ses compétences. Nous, on peut amener nos étudiants à développer ses compétences, mais si elles restent invisibles, eh bien, ce leader ne sera peut-être pas un leader de demain et, en tous les cas, ne saura peut-être pas embarquer les personnes avec lesquelles ces leaders sont censés travailler.
Donc il y a cet enjeu aussi dans le processus qui est de se dire comment on va rendre visibles les compétences que l'on a développées, les compétences que l'on veut développer. Alors ça pourrait être vu comme étant un processus très égocentrique, mais en définitive, on a besoin des autres pour le faire. Mais c'est aussi permettre aux autres de développer et de faire savoir quelles sont leurs compétences. Donc, autrement dit, être leader, c'est aussi savoir inclure les autres dans ce processus, savoir aussi révéler les autres. Et donc ça, c'est un enjeu, c'est une prise de conscience qu'en tant qu'éducateur, on doit amener nos étudiants à avoir. Ce n'est pas simplement eux seuls prendre la lumière, mais c'est permettre à tous de révéler quelles sont leurs propres compétences en tant que leader ou parfois, à d'autres moments, moins en tant que leader. C'est aussi savoir ne pas être leader à d'autres moments. C'est en fait construire une pensée du leadership, c'est anticiper, c'est la pensée du leadership qui permet, et toute l'éducation permet cet accès, en effet, à la pensée du leadership. Alors Alexia, capitaine, skipper, marin, toute seule, en équipe, dans des vagues de 15 mètres, et tout ça. Alors comment on gouverne ? Comment on gouverne ? On n'est pas installé dans un fauteuil, dans un beau bureau, dans un palais présidentiel. C'est un peu à mon goût, mais chacun ses choix. Déjà, de devenir femme skipper, c'est pas anodin, parce que moi je suis née en Méditerranée. Voilà, là ça sera mieux. Ouais, je disais, être femme skipper, déjà c'est pas anodin, parce que normalement on est un garçon et breton. Donc une femme et méditerranéenne, on a en gros 0 chance d'y arriver. Et à l'âge de 12 ans, pourtant, j'ai décidé qu'un jour, je serais skipper du Vendée Globe. Du coup, j'ai commencé à travailler dur à l'école pour y arriver, travailler à côté pour payer mes études, pour payer mes régates, parce que mes parents n'étaient pas riches, pour m'offrir un bateau et me permettre d'évoluer. Donc, je suis devenue rapidement entrepreneur malgré moi pour créer mes opportunités d'y arriver. Parce qu'en tant que femme, on ne m'invitait pas, ou que très rarement, et souvent pour faire les sandwichs, à bord des meilleurs bateaux. Pour faire partie des meilleurs équipages. Beaucoup de sandwichs. Hein. Exactement. Et le truc, c'est que moi, j'étais, à l'âge de 20 ans, déjà 4e mondiale dans ma discipline. Donc, je ne sortais pas de l'œuf. J'avais quand même un sacré niveau. Mais ça ne fonctionne pas comme ça dans mon univers. Même si on a un sport mixte, voilà, il faut se faire sa place. Donc, je réalise mon rêve de petite fille à l'âge de 40 ans. Je participe au Vendée Globe 111 jours en solitaire pour finalement sortir de là en faisant partie de cette petite famille des skippers. On n'est que 60 à avoir terminé le Vendée Globe en course depuis qu'il existe, dont 10 femmes. Il y a plus de gens qui sont allés dans l'espace que de gens qui ont terminé le Vendée Globe. Bref, je fais ce truc incroyable et je prends confiance en moi. 111 jours en mer pour prendre confiance en soi et je me lance dans mon 2e challenge. Et c'est là où on va parler d'équipe, parce que je veux partir autour du monde sur un géant des mers, un ultime, un trimaran de 32 mètres, pour tenter d'établir le premier temps de référence de l'histoire pour les femmes autour de la planète. Et donc, je dois sélectionner une équipe. Et donc, là, je fais mes premières erreurs. Parce que j'ai l'habitude de sélectionner des équipes à terre, mes préparateurs, mon équipe de com, etc. Mais là, il s'agit des navigatrices qui vont partir au combat, si je puis me permettre, à mes côtés, pour faire le tour du monde sur un des bateaux les plus rapides et les plus violents qui existent. Donc, première erreur, je prends les meilleures navigatrices de la planète, tous les meilleurs palmarès de la planète, les meilleurs athlètes. Je les invite à naviguer et là, c'est le chaos. Là, il y a des problèmes d'ego, j'ai des problèmes de revendication, de grève, enfin des trucs. Mais à 8, on arrive à faire autant de problèmes. Je ne savais pas que c'était possible. Donc je rentre toute penaude à la maison, j'appelle mon préparateur mental et je lui dis écoute, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe, elles sont nulles. Et là il me dit non, c'est pas elles qui sont nulles, c'est toi qui es nul. Ok, donc remise en question et c'était important que ça arrive 3 ans avant le départ du trophée Jules Verne, comme ça j'ai pu tout de suite tirer la barre et remettre le cap dans la bonne direction de ce que je voulais vraiment. Ce que je voulais vraiment, c'était pas les meilleurs, c'était un équipage de personnes bienveillante, valeur numéro 1, et de personnes capables d'apprendre les unes des autres et capables de transmettre. Donc, on a créé un équipage de 8 femmes internationales. Il y avait 7 nationalités à bord, entre 23 et 52 ans, avec des palmarès vraiment différents. Donc, la plus jeune n'avait jamais traversé l'Atlantique. Et elle partait pour un tour du monde. Et la plus âgée, 52 ans, c'était mon second, Di Cafari, qui avait fait
6 tours du monde. On avait des championnes olympiques. Et qu'est-ce qui a fait qu'on s'est embarqués tout ensemble? C'est l'opportunité de vivre un projet unique et différenciant et d'aller tenter d'écrire notre nom dans l'histoire de notre sport et donner envie aux jeunes générations de se mettre en mouvement. Et c'est ça finalement qui a fait que le groupe a fonctionné, qu'on a pris soin les unes des autres pendant tout ce tour du monde. Et c'était une aventure humaine absolument incroyable. Donc voilà, des erreurs qui n'ont pas été fatales. Finalement, j'ai réussi à faire un bel équipage. Ce qui est formidable dans cette aventure, et pour ce leadership, c'est la question du dépassement. C'est-à-dire qu'on arrive à faire des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire. On arrive à gérer l'impossible, que ce soit pour soi-même ou que ce soit dans le groupe, parce qu'on fait faire aussi aux autres. Comment vous analysez cette relation avec le dépassement? C'est très difficile parce qu'on vit, nous, dans l'incertitude constante. On évolue dans l'incertitude, tout change tout le temps. Donc quand je donne une consigne à mon équipage, elle va changer 50 fois dans la journée. Et ce n'est pas ma faute, c'est juste que la météo change, on a un problème technique, il y en a une qui se blesse. Par contre, on a toute une vision, vous parliez de vision, on a toute cet objectif commun qui est de franchir la ligne d'arrivée à Brest. Donc, il peut arriver tellement de choses tous les jours, et chaque jour, il arrive plein de problématiques finalement. Mais comme on voit ensemble cette ligne d'arrivée à Brest, on gère les problématiques sur l'instant. Évidemment, on s'est préparé, on a essayé d'anticiper, on a travaillé sur toutes les pannes qui pouvaient arriver, mais ça ne tombe jamais sur celles que vous avez travaillées. Ça arrive toujours de nuit, c'est toujours le pire scénario. Mais le fait d'être ensemble vers un objectif commun, je pense que ça a effacé toutes les problématiques. Merci beaucoup, Alexia. On va revenir tout à l'heure sur ces questions. Penser, dépasser. Alors, Benjamin, maintenant, chez Netflix, il y a quand même une question d'organisation assez formidable. On cherche quand même, c'est assez singulier, de ne pas avoir de leader. Enfin, plus exactement, de partager le leadership. Alors, comment se fait ce partage? Déjà, je vais commencer par dire que je relativise tout. Je pensais avoir une vitesse d'exécution extraordinaire et en fait des vagues de 15 mètres. Et donc ça me fait tout relativiser sur mon expérience. Mais pour contextualiser Netflix et l'expérience de leadership chez Netflix, avant toute chose, c'est de dire que c'est une entreprise qui est née quand même dans la transformation, qui a pour ADN la transformation. On a commencé il y a plus de 27 ans à envoyer des DVD par courrier. Donc les réflexions tout à l'heure sur l'importance de la poste, tout ça m'a fait réfléchir. On a évolué, Netflix a évolué vers un lancement international vers 190 pays, une évolution vers le streaming, qui était un business qui n'était pas un business naturel au départ, une évolution à devenir, en gros, commencer par être en fait un locataire de DVD, à ensuite produire du contenu international, produire dans plus de 35 pays, diffusé dans 190 pays. Donc c'est de la transformation au quotidien, basculer vers le business de la publicité. Et moi, mon expérience, c'est une expérience qui a commencé il y a 11 ans chez Netflix, donc en 2014. Et très modestement, c'est de travailler dans un salon tout seul et d'imaginer ce que va être le lancement de Netflix en France et d'imaginer ce que va être en gros ce changement pour les Français. Et puis en gros, être très séduit par une idée toute simple qui est vraiment portée par la culture, qui est l'envie et la joie, parce qu'on parlait de joie à table tout à l'heure, on disait que la joie du leadership, c'est la joie de résoudre des problèmes, de se confronter à des problèmes très compliqués, mais collectivement, et de résoudre ces problèmes-là. Et de se dire, en gros, si demain c'était mon entreprise, qui je recruterais autour de moi et quelle délégation est-ce que je donnerais à ces gens, plutôt que d'avoir un leader très surpuissant. Et on en connaît des sociétés américaines qui ont des leaders charismatiques, visionnaires, qui portent des visions très très fortes, mais dont la délégation de pouvoir est quand même assez compliquée au quotidien. Donc déléguer, c'est compliqué. Et donc du coup, quand on opère dans 190 pays, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'en fait, on essaie au maximum de donner la décision à des gens qui sont au plus proche de l'information et au plus proche de l'action. Et ça crée du coup un environnement où on est inspiré par une vision et on est aussi
participant au quotidien dans les décisions. Et donc, du coup, cette notion de participation, elle n'est pas factice, elle n'est pas du tout, en gros, de surface. Ce n'est pas une participation juste artificielle. En fait, on est participant parce qu'on doit prendre des décisions au quotidien. Donc, on confie des tâches à des gens assez rapidement, en leur faisant confiance par défaut et en assumant l'échec et l'erreur éventuelle et la correction dans le temps. Donc, c'est vraiment l'investissement dans le leadership. Mais le pendant, et peut-être qu'on aura le temps de l'évoquer tout à l'heure, c'est de se dire, c'est le leadership, mais c'est la culture. Et donc, du coup, les 3 points, moi, résonnent très fort pour se dire qu'un leadership visionnaire qui incarne une vision et qui la clarifie, mais aussi une culture d'entreprise qui fait qu'on arrive à opérer et à donner du pouvoir de décision aux intervenants au quotidien et de multiplier les décisions. Et donc, du coup, c'est tout c'est un ensemble de choses et pas juste un leader visionnaire. Est-ce qu'on peut dire ce qu'un grand philosophe du XXe siècle disait, on a tous en nous quelque chose de Tennessee? Est-ce qu'on peut penser on peut dire qu'on a tous en nous quelque chose de leadership? C'est-à-dire que dans une équipe, il y a forcément quelqu'un qui, quand on regarde les 30 verbes du vocabulaire, on se dit que chacun est capable d'avoir une part, pour peu qu'il est bien contextualisé, pour peu qu'il soit encadré, etc. Mais au fond, est-ce que le leadership, tout le monde peut y avoir accès? Moi, je fais la distinction entre le titre et la décision. Et donc, du coup, la décision, elle peut être faite par ce que nous on appelle un contributeur individuel, donc quelqu'un qui est en gros un assistant, un contributeur. Et cette personne-là, oui, elle doit prendre des décisions et elle doit avoir les mêmes valeurs que ceux des leaders qui sont incarnés. Alors évidemment, les leaders ont des responsabilités plus fortes, avec des périmètres plus importants et des responsabilités qui sont décuplées, donc la pression est plus forte, il n'y a aucun doute. Mais au quotidien, exercer du courage, de l'altruisme... Est-ce que c'est un partage du leadership? Oui, c'est un partage du leadership. Ça c'est donc quand même très, très important dans une entreprise de pouvoir faire descendre cette idée de partage. On rejoint ce qui était dit tout à l'heure sur les questions de responsabilité. Parce que quand le leadership descend, c'est la responsabilité qui descend. Hein. Donc c'est un élément très important et je crois qu'on va y revenir aussi sur ce point parce que c'est aussi ce verbe-là, partager, il est aussi très important dans la culture du leadership. Donc Jean-Emmanuel, maintenant, là, vous avez créé une grande entreprise avec des crèches. Vous avez construit une dynamique entrepreneuriale exceptionnelle d'une logique privée sur un sujet, la petite enfance. Et vous venez de sortir un livre, Grandir, où vous dites au fond, quel beau s'occuper des enfants, en résumé, quel beau projet de société. C'est-à-dire que vous êtes entrepreneur du secteur privé et au fond, vous avez un projet politique. C'est-à-dire, est-ce que, au fond, dans votre démarche, vous allez chercher une sorte de légitimité du public pour assumer votre leadership privé? C'est-à-dire que vous avez une cause, et au fond, vous avez une cause qui est plus grande que vous. Est-ce que vous ressentez ça? Alors, bonjour à tous. La légitimité. Quand on arrive dans un secteur qui est un secteur public, associatif, avec une casquette du privé, il faut être capable quand même de faire ses preuves. Alors bien évidemment, la légitimité, elle ne se construit pas à pas, année après année, en montrant en montrant l'exemple, 2, en montrant qu'on est crédible parce qu'on est expert du secteur, mais elle se démontre aussi en montrant qu'on a le bien commun et l'intérêt général au cœur. Si on est uniquement là en tant qu'acteur privé, sans prendre en compte, en ne prenant que l'impact économique, mais sans prendre en compte l'impact social ou l'impact sociétal, ça ne va pas le faire. Après, il y a une boîte à outils qu'on retrouve à chaque fois, je pense en termes de légitimité. Peut-être une aparté avant, depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle beaucoup du leadership comme étant le numéro 1. Mais le leadership, pour qu'une entreprise réussisse, n'importe quelle organisation, il faut aussi que le COMEX, le CODIR suive, et il faut surtout que le middle management suive. Et le middle management dans toute organisation, c'est souvent la cheville ouvrière qui fait avancer les choses. Donc si le numéro 1 donne l'exemple, derrière, eh bien, ça va infuser de manière positive. La façon dont je vois la légitimité du leader, c'est à la fois le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir-faire, je le découpe en 2, le temps court et le temps long. Le leader, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas être à la fois sur le court terme et le long terme. Donc, il est obligé de déléguer le court terme. Et pour déléguer le court terme, il doit montrer l'exemple. C'est-à-dire, il doit alors être capable de prouver qu'il a fait lui-même, qu'il sait faire, et ensuite de demander aux autres de faire, de faire faire.
Et c'est comme ça ensuite qu'on peut déléguer, je pense, positivement, qu'il faut contrôler, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle, ça je l'ai appris à l'armée générale. Et c'est comme ça qu'on arrive à mettre de côté le court terme, à faire en sorte que les gens remontent vers vous l'essentiel, avec pas simplement des problèmes, mais en apportant des solutions, en proposant, en étant force d'initiative. Après, c'est au leader de décider, bien évidemment, mais de trancher, mais que le management soit force de proposition. Ça, c'est sur le court terme. Pourquoi est-ce qu'on le met en place? Pour permettre aux leaders de se concentrer sur le temps long. Tu parlais de vision commune, on veut arriver à Brest, bah c'est ça, c'est quoi le drapeau pour l'entreprise? C'est quoi, quelle est la prochaine étape à 3-5 ans du projet d'entreprise et comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce que le leader va pouvoir prouver à nouveau sa légitimité en anticipant les risques, en faisant des risques des opportunités? Comment est-ce qu'il va pouvoir être capable de naviguer à travers ce temps long? Et notamment au niveau stratégique. Alors nous, très concrètement, sur le temps court, la façon dont on le mesure dans un groupe d'éducation, mais c'est la même chose dans un groupe de santé par exemple, c'est la qualité. La qualité du service, du produit, de la satisfaction des usagers, que ce soit un patient, que ce soit une famille, que ce soit un salarié. On mesure cette qualité avec des outils comme les Net Promoter Score par exemple, le NPS. Et c'est ça qui nous montre qu'on est dans la bonne direction. Sur le temps long, c'est est-ce qu'on a su prendre les bons virages stratégiques au bon moment? Par exemple, lorsqu'on a décidé en 2018 d'internationaliser l'entreprise et de partir ailleurs en Europe, en Amérique du Nord et en Inde, aujourd'hui, on a 60% de notre chiffre d'affaires à l'international. Autre exemple, on était sur le 0-3 ans, donc la crèche, la petite enfance. On a décidé d'aller sur l'école maternelle. Aujourd'hui, on a 35% de notre chiffre d'affaires sur l'école maternelle, sur le 4-6 ans. Voilà, ça, c'est des grands choix stratégiques que le leader ne peut prendre que s'il a le temps de la réflexion. Et ensuite, il y a le savoir-être. Alors, le savoir-être, c'est aussi important que le savoir-faire. Et là, je l'analyse à deux niveaux. C'est par temps calme et par temps de tempête. Je reprends l'analogie de la mer. Par temps calme, le savoir-être, c'est quoi? C'est est-ce qu'on porte les valeurs de l'entreprise? Est-ce qu'on est exemplaire en termes d'éthique? Est-ce qu'on a une colonne vertébrale? Est-ce qu'on est droit? C'est tous les soft skills de cette boîte à outils du manager qu'on doit mettre en place. Quelqu'un disait tout à l'heure, tout le monde sait tout dans l'entreprise tout de suite. Bah, si le dirigeant n'est pas exemplaire, ça se voit tout de suite. Être humble, une façon de le calculer aussi, de le mesurer en tout cas chez nous, c'est on regarde l'ancienneté du leadership team. Le leadership team en France, par exemple, on est 9000. On a à peu près 200 personnes dans le leadership team. Sur les 200, on doit en avoir facilement une cinquantaine qui ont plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Ça, au XXIe siècle, je pense que ça dénote le fait que les choses sont saines, elles sont équilibrées. Et puis après, sur le savoir-être par temps de tempête, là, c'est là où je pense on révèle le leader, c'est-à-dire que les équipes comptent sur vous pour les rassurer, pour prendre les décisions difficiles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on paye un patron, c'est pour prendre les décisions compliquées et difficiles, pour garder la tête froide dans la tempête, pour garder le cap. Et donc, c'est par temps de crise. Et aujourd'hui, les crises, elles sont multiples. Elles sont mensuelles dans n'importe quelle entreprise. Elles arrivent tout le temps. Et c'est là où je pense que les équipes vous regardent un peu comme le phare et où il faut faire ses preuves en tant que leader. Vous êtes dans un secteur quand même qui est très avancé sur un des sujets dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est l'impact. C'est-à-dire, au fond, au-delà de l'intérêt privé, la perception publique. Et vous êtes... Parce que votre légitimité, il faut la construire auprès de ceux qui vont venir donner leurs enfants, vous confier leurs enfants, mais aussi auprès du maire, auprès du département, auprès de la sécurité sociale, j'imagine, enfin de plein de gens, de plein de partenaires. Donc votre légitimité, elle est plus large que votre leadership. Oui, hein? elle est bien plus large. Aujourd'hui, j'aime pas donner des chiffres parce que je considère que dans notre secteur, c'est la qualité qui prime avant la quantité. Mais on a bâti en 25 ans en France le deuxième opérateur en place de crèche après la ville de Paris. Donc on gère à peu près 4 à 5% de l'ensemble des places de crèche en France, qu'elles soient privées, associatives ou municipales. Ça veut dire qu'à tout instant, vous devez être irréprochable. C'est ça. Vous avez donc dans votre entreprise un club de leaders.
On a construit une leadership team, exactement. Mais ce leadership team, il faudrait que notre école, là, qu'on ait des contacts avec eux, enfin, qu'on fasse quelque chose là, parce que c'est d'avoir, donc il y a 200 personnes qui ont un accompagnement de leader, qui évaluent, enfin qui réfléchissent sur leur leadership. Ça vaudrait la peine un jour de les rencontrer, il y a quelque chose là à jardiner tous ensemble. Alors mon général, vous avez une carrière formidable, après une grande école magnifique à Saint-Cyr, vous avez des responsabilités militaires majeures, vous avez des régiments, vous avez à l'étranger, en France, vous avez été aux fonctions d'état-major, vous avez connu les plus grands états-majors prédécesseurs avec Tourette et avec Georges Gelin, vous avez été au cabinet du Premier ministre, super. En plus, vous êtes prof, vous avez une formation aussi d'historien, etc. Donc vous avez cette... Est-ce que l'armée ne serait pas la meilleure école de leadership en France? Écoutez, je ne sais pas, parce que quand j'écoute tout ce qui s'est dit, je ne sais pas ce que je vais rajouter de bien à ce qui s'est dit. Ce qui est certain, enfin moi je vais essayer de vous faire partager j'ai essayé de piquer quelques points qui me paraissent importants, ou que j'ai essayé sur lesquels j'ai essayé d'attirer l'attention d'élèves de l'école de guerre ou de mes officiers quand je commandais un régiment ou une brigade ou à l'IHEDN aussi. Je voudrais très vite dire comment on se prépare, quelques points, comment on emporte l'adhésion et ensuite comment on transforme, parce que je crois que c'était un peu ça le sujet aussi dont on voulait parler. Alors, comment on se prépare? À mon sens, c'est une préparation de très long terme, et je pense vraiment que le leader, le chef dans l'armée, qui se retrouve à des responsabilités éminentes, ou l'homme politique peut-être, c'est pas quand il arrive dans son bureau qui va commencer à réfléchir. Évidemment, il faut avoir réfléchi très longtemps à l'avance. Et je pense, parce qu'après, c'est trop tard. Donc, je m'adresse peut-être, il y a des étudiants ici. C'est maintenant qu'il faut réfléchir. C'est maintenant. Et puis, réfléchir, c'est pas lire d'abord de la technique, c'est peut-être c'est lire Hérodote, c'est lire César, c'est lire dans l'armée Clausewitz, Sun Tzu. Ça permet vraiment de réfléchir longtemps à l'avance. Ça, c'est le premier R, de se préparer. Pour se préparer, il y a un deuxième R, je pense, c'est rêver, apprendre à rêver. Le temps passé à rêver, c'est jamais du temps perdu. Et je crois que ça a été dit d'ailleurs, et puis Alexia Barrier l'a magnifiquement dit, mais je pense qu'un grand dirigeant, à mon avis, c'est quelqu'un qui a beaucoup rêvé d'abord. Et puis, troisième point, et ça, là aussi ça vient d'être dit, mais il faut rêver pour ce qu'on veut faire pour la société, pour son entreprise, pour son unité, etc. Mais en revanche, rester humble pour soi, parce que en fait, évidemment, les grands succès, c'est toujours le fruit de beaucoup d'humilité. La suffisance et l'insuffisance, ça va toujours ensemble. Je ne voudrais pas faire référence à l'actualité, le chef d'un grand État du monde actuellement, mais je ne suis pas sûr qu'il est... Personne ne l'a reconnu. Voilà. Ensuite, construire un groupe, l'adhésion. Je pense que d'abord, ce qui est très important, là c'est plutôt la lettre D, c'est d'abord diriger son attention envers les plus modestes dans l'organisation, ceux qui sont vraiment au contact de la réalité. Ça a été dit tout à l'heure d'une certaine façon par Jean-François Copé quand il évoquait ses rendez-vous avec ses administrés. Ça, c'est extrêmement important. Parce que vos subordonnés directs, de toute façon, ils dépendent de vous pour leur carrière et ils sont choisis pour ça, et très bien. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être très attentionné avec eux aussi, parce que c'est eux qui vont porter le truc, mais allez voir les plus modestes. Ensuite, tout à l'heure j'ai dit qu'il fallait rêver, mais il faut aussi faire rêver. D'ailleurs, ça a été dit par Jean-François Copé aussi. Je pense que c'est très important de faire rêver. Tout ça n'est, je ne sais pas dans la politique, mais dans l'armée en tout cas, c'est comme la politique, à ce moment-là, il faut faire beaucoup rêver. Ça, c'est sûr. Ensuite, il faut donner l'exemple. Vous l'avez dit aussi, je crois que c'est absolument essentiel. Il faut que les gens se reconnaissent. Et puis finalement,
il faut décider et assumer. Et il y a des moments aussi, il faut être capable de décider et d'assumer ses décisions en disant, voilà, et je pense que tout le monde en a besoin. Et alors, quand il s'agit finalement de transformer, donc finalement de plus largement d'évoluer dans un monde instable, alors ça peut être sans doute l'océan. Moi, je serais mort de trouille sur un bateau qui traverse l'Atlantique, honnêtement. Quand il s'agit d'aller sur un monde instable, là, c'est plutôt la lettre C. D'abord, évidemment, le collectif. Et le collectif, ça veut dire qu'il faut faire un plan, savoir ce qu'on veut faire, mais en tirant parti de toutes les contributions. Ce plan, il faut tout prévoir. Et puis ensuite, il faut savoir que, évidemment, la première victime de la guerre, c'est le plan, et que rien ne va se passer comme ça. Mais si vous avez un plan, alors votre esprit va être capable de trouver la bonne recette au bon moment. En tout cas, dans tout ce qui est combat, c'est comme ça que ça se passe. C'est absolument essentiel. Le deuxième point, c'est compromis, parce que tout ça est quand même une affaire de compromis. C'est compromis entre le fait de viser un succès de long terme, mais de savoir par moment aller chercher un gain, un succès de court terme. C'est le compromis entre, évidemment, le fait de permettre à tous les gens qui travaillent avec soi d'être reconnus et de déployer leur génie propre, de leur laisser de la liberté, et puis quand même de ramener tout le monde vers un objectif commun. Le compromis entre la souplesse pour s'adapter aux circonstances, et puis la détermination à aller chercher son objectif de long terme. Et puis, dernier point, comprendre notamment, dans l'économie, c'est peut-être les compétiteurs, les concurrents, dans l'armée, c'est les ennemis, vraiment comprendre pourquoi ceux qui sont en face font ce qu'ils font. Et là aussi, je ne voudrais pas revenir à une actualité immédiate, mais évidemment, il me semble que les Américains n'ont pas du tout compris qui étaient les Iraniens ni pourquoi ils se battaient. Et je pourrais revenir sur des tas de sujets au Sahel, en Afghanistan. Je pense qu'on n'a pas fait l'effort de comprendre qui on avait en face de nous. C'est très facile de traiter tout le monde de terroriste, mais ça, le problème, c'est que ça vous interdit de comprendre qui vous avez en face de vous, et donc vous avez déjà perdu. Voilà. Et d'ailleurs, on est parti du Sahel, on est parti d'Afghanistan, et on est parti du Levant. Donc, et je pense que les Américains sont déjà partis, en quelque sorte. Voilà. Donc, voilà quelques réflexions sur le leadership. Alors, dans ce que vous dites, en général, il y a un point qui est très important, je trouve, pour les plus jeunes d'entre nous. Ça, c'est dans votre préparation, c'est la question de l'ambition, je dirais, et de l'humilité. C'est un vrai sujet, notamment pour la politique, mais aussi pour un certain nombre de postes. Parce qu'au fond, je crois que l'individu doit se protéger lui-même de ne pas se croire plus grand qu'il n'est trop tôt. Mais enfin, il faut qu'il ait l'ambition. Donc je pense que c'est un débat sur l'ambition qu'il faut aussi avoir. Cette ambition qui doit être saine, qui ne doit pas être égoïste, qui ne doit pas avoir toutes les perversités que l'on peut connaître avec l'ambition. Mais je crois que beaucoup de gens refusent quelquefois de se préparer parce qu'ils veulent rester sains dans leur tête. J'ai beaucoup réfléchi personnellement à cette question quand vous êtes Premier ministre et que tout le monde vous dit est-ce que vous allez être président, est-ce que vous allez déstabiliser le président, parce qu'on s'intéresse en France quand vous êtes à N qu'à N+1. C'est qu'est-ce que vous allez devenir. Ce que vous faites pour N n'intéresse personne. Donc qu'est-ce que vous allez devenir. Et donc il y a un moment où il faut avoir une relation apaisée avec l'ambition. Et c'est, je crois, une réflexion qu'il faut avoir pour à la fois garder ce moteur, mais garder cette humilité qui est la seule qui vous protège en termes notamment de vertu. C'est la seule qui fait que vous évitez un certain nombre de dérives. Parce qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais nous en parlerons aussi. Il y a les dérives du leadership. On voit bien l'exercice solitaire du pouvoir, le manichéisme, le clanisme. Il y a pas mal de dérives. Donc il faut faire très attention à toutes ces dérives. Et la meilleure des réponses, c'est la santé mentale. Et la santé mentale, ça veut dire apaiser les ambitions, notamment. Je pense que c'est très important dans cette idée de préparation. Parce que c'est vrai
quand on voit dans la situation politique française, par exemple, où un pouvoir est très très vite usé dans ces situations médiatiques, mais il n'y a pas qu'en France déjà. Et donc on parlait souvent des 100 jours, on parle d'une période très courte où l'autorité de l'élection s'amenuise et se diminue tous les jours. Si vous n'êtes pas prêt au pouvoir pour votre première année, si vous n'avez pas des textes de loi prêts, si vous n'avez pas ça, vous ne ferez pas grand-chose. Parce que le temps de lancer les concertations, le temps de débattre de tout ça, vous arrivez, le pouvoir est déjà quasiment usé et vous avez moins de force. Donc les choses essentielles, les choses dont on dit courageuses, il faut les faire avant. Je pense que cette idée de préparation, elle est très importante, mais il faut aussi apprivoiser la périphérie pour ne pas décrocher de la réalité de la permanence du vendredi de Jean-François Copé, par exemple. Avant de nous quitter, que chacun, je vais déjà la parole à chacun, on va s'adresser à Géraldine. Dites-nous ce qui serait le plus important sur le plan pédagogique, sur le plan éducatif pour vous, pour transmettre aux jeunes. Au fond, dans cette école, parmi les objectifs d'Henri et nous tous, ça, on a une idée quand même, c'est que si un jour, peut-être en classe de seconde ou de première, on avait un cours sur le leadership, ça ferait peut-être du bien à nos jeunes têtes d'envisager ce que c'est de décider. Tout à l'heure, Benjamin faisait référence à la joie. Nous avons eu une discussion tout à l'heure. Quand j'étais ministre des PME, j'ai pris le journal de TF1 20h tous les jours et j'ai fait les extraits de tous les chefs d'entreprise qui s'exprimaient. Et il y en avait 82 qui sont exprimés sur une année à la télévision, dans le journal de 20h. Il n'y en a pas un qui souriait. Il n'y en a pas un qui avait l'air heureux. Il se plaignait de la TVA, il se plaignait du prix de l'essence, il se plaignait de ceci, il se plaignait de cela. Il n'y a pas un qui dit « mais c'est bon de décider, mais c'est bien d'être responsable, on tire de ça ». Et puis quand on voit les gens autour de soi grandir, on a des joies fantastiques. Quand vous réussissez à faire des choses, vous sortez un nouveau produit, vous réussissez à ce que les consommateurs signent un bon de commande. Mais c'est un bonheur. Bon, et on peut raconter des trucs comme ça. Comment voulez-vous que les jeunes, après, ils aient envie d'aller vers ça si on a tous des mentalités? La responsabilité, ça peut être un bonheur. Et c'est quelque chose qu'il faut pouvoir assumer. Et il y a quand même des grands plaisirs. C'est pour ça que je crois qu'il faut que les témoins soient très importants. Donc, vous pouvez dire, Géraldine fera la synthèse après. Peut-être qu'elle parlera l'an dernier pour dire ça. Mais vous vous adressez aux profs ou aux jeunes, comme vous voulez. Et qu'est-ce qui vous paraît le plus important pour le leadership de demain, c'était pour les jeunes. Que ça vienne du leadership d'hier ou que ça vienne d'un leadership futur, peu importe, vous choisissez. Mais l'idée, quel est le message le plus important qu'on peut donner aujourd'hui à un prof? J'en vois un au premier rang là, il y en avait une autre là tout à l'heure. Donc il y a un certain nombre de profs ici qui peuvent attendre de votre expérience. C'est le message le plus important pour les jeunes ou pour les profs qui enseignent ou qui travaillent sur le leadership. Alors c'est Benjamin qui commence. Je me sentais visé. Ouais. Ce qu'on se disait tout à l'heure sur le leadership pour tous et cette idée qu'on parle de valeurs qui sont des valeurs un peu qui sont des valeurs difficiles, mais qui sont des valeurs qui entraînent énormément de joie. Donc c'est vrai que les valeurs que moi j'applique au quotidien, c'est le courage. C'est parce que ça demande énormément de courage de prendre des décisions difficiles. On en parlait un peu plus tôt tout à l'heure dans le panel. On parle d'altruisme. Alors, le mot américain est selflessness. Moi, je trouve que l'altruisme répond un peu à ce que selflessness veut dire, c'est-à-dire l'idée que l'intérêt collectif est plus important que l'intérêt individuel. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de satisfaction dans ça. Et ça veut dire aussi savoir mettre son ego de côté. Et on a parlé un peu d'ego un peu plus tôt aussi dans la journée. Je trouve que c'est intéressant de savoir mettre son ego, de mettre l'intérêt collectif devant l'intérêt individuel dans une démarche qui suit une vision. Donc je pense que ça, c'est des valeurs qui sont des valeurs à promouvoir auprès des plus jeunes. L'inclusion, on a parlé de la diversité, et je pense qu'on a besoin de beaucoup de réflexion, on a besoin de se faire challenger, on a besoin de se faire bousculer par des points de vue différents. Donc tout ça, c'est des notions importantes. Et puis une qui est importante que j'ai entendue quasiment pendant tout le panel sur l'IA, c'est le jugement. C'est qu'en fait, il faut construire un jugement qui soit dans l'anticipation, qui soit construit préalablement, qui soit nourri par l'intelligence artificielle, par les points de vue des individus autour de soi, mais garder une forme d'indépendance d'esprit dans un moment où l'ambiguïté est partout, où en gros les points de vue sont agressifs, sont partagés, sont sur la place publique et sont sur des réseaux sociaux en permanence. L'indépendance d'esprit, moi, c'est quelque chose que si je devais enseigner demain, je
chose que j'ai pas à faire encore, c'est l'indépendance d'esprit aussi, en plus de toutes ces valeurs. Donc c'est des valeurs assez fondamentales, mais j'ai l'impression qu'on parlait de l'adaptation de la jeune génération et de leur capacité à s'adapter. J'ai l'impression que ces valeurs-là, c'est des valeurs qui peuvent les amener à ça. Et j'ai pas tout touché à la résilience, parce que j'ai l'impression que c'est cette idée de s'adapter systématiquement. J'ai l'impression qu'en fait, on touche du doigt quelques valeurs fondamentales qu'il va falloir appuyer davantage dans l'enseignement pour porter en gros des nouvelles générations à diriger demain, quoi. Ce qu'on voit peut-être dans ce que vous dites là, c'est notamment choisir, ce qui est très important. C'est vrai que on peut penser que, de toute façon, l'individu, quel que soit ce que apportera l'intelligence artificielle, il devra quand même prendre des décisions et de choisir, de discerner. Et au fond, le courage, c'est souvent un choix. Le courage, c'est souvent donc un risque. Je pense que c'est cette idée aussi de risque. Il faut, comme l'idée d'ambition, c'est des idées qu'il faut apprivoiser pour ne pas les découvrir à un moment ou à un autre. Parce qu'au fond, ces concepts-là, quand on les a travaillés, quand on y a réfléchi, on les maîtrise mieux que quand on les découvre dans la situation. Mais qui dit courage dit risque. Et donc, il y a des options. Et je pense qu'un de nos problèmes, dont Jean-François parlait tout à l'heure sur la politique, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui prennent des risques. Et au fond, on a connu des périodes où il y avait des vrais risques politiques de rejoindre une équipe, de rejoindre une autre. Quand M. Delors quitte la droite pour aller avec la gauche, là, avec M. Mitterrand, il prend un sacré risque. Bon, il gagne. D'accord, alors on peut dire qu'il a du discernement, mais il y en a tous ceux qui se sont trompés. Donc il y a quand même un moment ou un autre cette idée que le risque... Alors c'est pour ça que le risque, ce n'est pas une défaite, hein. Il faut le lier au courage, quoi. Donc là, il y a aussi une pédagogie à travailler. Mais je trouve que dans ce que vous dites, il y a cette idée fondamentalement humanisme de libre choix et qui rendre la personne capable de ce choix. C'est donc un point, je trouve, très important pour nous. Et donc, ça revient à des choses dérivées, mais par exemple aussi le fait qu'on est vis-à-vis de l'échec quelque chose qui est acceptable, à condition que ce soit sans doute avec une forme d'éthique que les choses aient été décidées. Merci beaucoup. Alexia. Alors, professeur Alexia, capitaine, navigatrice et professeur. Moi, s'il y a une chose que je retiens de mon tour du monde, c'est pas d'avoir écrit un record historique, pas du tout. C'est pas ça qui me fait sourire tous les jours, c'est de voir comment on a rendu un équipage aussi divers, aussi fort, comme on a réussi à faire un transfert de compétences, que les experts ont su apprendre aux plus jeunes, que les plus jeunes ont su prendre des responsabilités, que moi, au début, dans la souffrance, mais finalement, après quelques jours, j'ai appris à déléguer, parce que quand on est skipper en solitaire sur le Vendée Globe et quand on devient capitaine d'un bateau en équipage, voilà, il faut passer le pas, faire confiance, apprendre à déléguer. Déléguer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire accompagner, ça veut dire être là quand ça ne va pas, pour soutenir, pour expliquer. Ça prend beaucoup d'énergie. C'est un sacré job d'être capitaine parce que on a les responsabilités, mais aussi quand on a envie de faire progresser son équipe, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais à la fin, ce record, 57 jours, au bout de 30 jours, j'avais une équipe qui était capable de fonctionner seule, de prendre des initiatives. Et aujourd'hui, je sais que ces femmes sont capables de mener des grands projets, que ce soit sportifs ou entrepreneuriaux. Voilà, donner le goût des grands projets, on en parlait. Pour moi, c'est ce qu'il y a le plus beau et c'est vraiment ce qui me plaît dans le fait d'être leader ou capitaine. Donc transmettre, ça vous donne du bonheur. Est-ce que vos équipières ont eu le même bonheur que vous ? Je ne sais pas si elles ont réalisé ce qu'on a réalisé, parce que moi, je l'ai réalisé. On est arrivé il n'y a que 2 mois du Tour du Monde, et moi, j'ai pleuré dans le train il y a 1 semaine. J'avais pas du tout... Mon cerveau n'avait pas encore atterri, ça a mis un peu de temps. Donc, je ne sais pas si elles ont réalisé, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, elles sont en haut de la vague, et maintenant, c'est à elles de la surfer. Je ne pourrais pas les porter toute leur carrière, mais en tout cas, on s'est posés tout ensemble en haut de cette vague, et maintenant, c'est à nous de tracer notre sillage. Au fond, est-ce que vous avez envie de... Parce que vous avez créé quelque chose, là. Est-ce que vous partiriez avec le même équipage ou, grosso modo, en tout cas, un équipage hérité de cet équipage ? Oui, toujours dans cette envie d'avoir un équipage international où ni le genre, ni l'âge n'est une condition à la sélection. Et notre différence, ça a été vraiment notre force. Et je pense que cette recette... comme une recette de cuisine, je l'appliquerai sur mes prochains projets.
J'ai cru comprendre que vous étiez prête à emmener un homme un jour. Ouais. Alors, on Mais parle de quotas, peut-être pour parlons-en être des quotas. cuisinier. Ouais, bah oui, bien sûr, il faut être aller vers la mixité, c'est ce qu'il y a de plus important, Quel je état pense, dans notre avancé de la société. diversité. Mais le 100% féminin, c'était pour marquer l'histoire et faire bouger les lignes de notre sport. Et maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne regardera pas le genre, ni l'âge, ni la nationalité pour faire notre sélection. Merci beaucoup, c'était un formidable exemple. Merci Alexia. Alors, Emmanuel, conseil aux professeurs. Conseil aux élèves de l'ESCP, surtout aux jeunes, aux moins jeunes, que vous vouliez être leader ou Puis entrepreneur. ça vient de quelqu'un qui a fait Sub de coach Jean Josas. Hein. Voilà, personne n'est parfait. Non, mais ce que j'essaie de transmettre moi à mes enfants, c'est à notre époque, le sujet numéro 1, c'était le chômage. Hein. Ensuite, c'est devenu le climat, ça l'est encore, et puis plus récemment, c'est la géopolitique. Donc, comment est-ce qu'on évolue dans un monde comme ça, aussi incertain, aussi hybride? On voit qu'il y a des cycles. Il y a des cycles courts, il y a des cycles longs, et en réalité, tout est cyclique. Et donc, ce qui va mal aujourd'hui ira mieux demain, ce qui va bien aujourd'hui ira moins bien demain, etc. À chaque fois qu'il y a un clash comme ça, c'est créateur d'opportunités. Qu'on soit salarié, qu'on soit patron, qu'on soit entrepreneur, c'est une occasion de saisir des opportunités. Pour les saisir, je pense qu'il faut quelques qualités. Il faut laisser parler ses émotions, suivre son intuition, être extrêmement agile, ne pas avoir un schéma de pensée fermé et être fondamentalement curieux. Surtout sur les gens autour de vous, sur la vie, sur l'économie. Voilà. Il faut être curieux, parce que c'est ça qui permet ensuite de saisir ces opportunités. Je vais vous donner une anecdote. Lorsqu'on a réuni justement notre premier leadership team il y a quelques années, j'ai distribué à chacun une copie d'une œuvre d'un artiste suisse qui s'appelle « How to Work Better ». Et parmi les 5 conseils de comment est-ce qu'on fait pour mieux travailler, la première, c'était apprendre à écouter, apprendre à poser les bonnes questions, accepter le changement comme inévitable, rester calme, et le dernier conseil, c'était sourire. Et on en a fait un peu un mantra dans l'entreprise. Et je vois bien que dorénavant, lorsqu'on commence les réunions, bien les gens ne veulent pas absolument parler en premier, ils essayent de comprendre, ils essayent d'analyser, etc. Voilà. Donc ça c'est une façon, je pense, de bien saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Je terminerai peut-être par, selon moi, le meilleur coach en management qui soit, c'est René Char. René Char, quand vous lisez sa poésie, il y a tout un tas de leçons. Et pour rebondir donc sur comment est-ce qu'on saisit les opportunités, notamment dans Fureur et Mystère. Alors il parle de la résistance, etc. C'est écrit en 1948. Mais il a écrit la chose suivante. Il a dit « Celui qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. » Wow, super. Il faut dire que moi j'avais eu René Char comme sujet de philosophie, enfin de civilisation, pour rentrer à l'ESCP, ce concours-là. C'est aimer, c'est vouloir que les choses soient ce qu'elles sont. C'est bien ça, parce qu'il y a ce qui ne dépend pas de nous, les choses sont ce qu'elles sont, mais en même temps, il faut les vouloir. Et donc, il faut les deux, la grâce, mais en même temps, la volonté. Donc, moi, en général, un point, parce que je trouve quand même on réfléchit beaucoup sur les questions d'éducation et on regarde peu le système. J'ai beaucoup d'admiration pour l'éducation. Je suis allé à Saint-Cyr, voir un peu ce que c'était. Je trouvais par exemple formidable qu'après au moins 2 années de prépa, la formation, on envoie les gens en position de commandement, les lieutenants, avant de revenir à l'école de guerre, c'est-à-dire qu'on donne une expérience avant de donner le cycle supérieur, je dirais. Il y a beaucoup d'exemples quand même qui sont à donner dans la formation militaire qui est toujours un peu considérée comme à part, etc. Mais au fond, qui s'appuie sur des vraies valeurs. Et je crois qu'il y a sans doute quelque chose de très positif à tirer de la formation militaire, notamment pour les questions d'éducation au commandement. Oui, alors je ne veux pas être trop centré sur le système militaire, mais c'est vrai que dans le système militaire, le système de formation, vous le savez peut-être, il y a de la formation continue probablement plus que partout ailleurs, puisque pour tout le monde, hein, vous avez Saint-Cyr
ou Naval, ou l'École de l'Air en tout début de carrière, après la prépa, etc. Ensuite, vous avez, vers l'âge de 35 ans, l'École de guerre, 1 an de formation. Puis pour un certain nombre de gens choisis, un peu triés sur le volet, vous avez le Centre des hautes études militaires et l'IHEDN, à nouveau 1 an, et puis entre ça, vous avez plein de stages de formation. Alors, ça provient je vous livre, après je vous dis d'où ça vient, et ensuite vous jugerez vous-même si ça convient ou pas à d'autres mondes professionnels. Ça provient d'abord du fait que je m'étais fait cette réflexion, un élève qui sort de l'École nationale d'administration, par exemple, et qui devient diplomate, il va être très vite dans une ambassade aux côtés d'un diplomate très capé et au même niveau de préoccupation. Quand vous êtes lieutenant, vous n'êtes pas du tout au niveau de préoccupation même du colonel ou du capitaine. Vous êtes au niveau de préoccupation du lieutenant. Et votre problème, c'est est-ce que j'ai assez de munitions pour la séance de tir demain ? Est-ce que j'ai bien les armes qui vont bien ? Enfin, c'est vraiment du basique. Mais ça, c'est très important parce que après, plus tard, vous avez en tête les choses très concrètes. Donc, progressivement, à chaque fois que vous rejoignez un nouveau échelon de responsabilité, il y a nécessité de s'y frotter et de s'y former. Puis la deuxième raison, c'est que peut-être encore plus ou au moins autant que dans le monde économique et partout ailleurs, la guerre, c'est quelque chose qui change en permanence. Enfin, il y a des aspects qui sont permanents, qui sont les mêmes depuis Thucydide et qui seront encore dans 150 ans, mais il y a des choses qui changent liées à la technologie, liées surtout aux sociétés, liées au contexte stratégique. Et donc ça, et le problème, c'est que quand vous vous préparez à faire la guerre, on fait très peu la guerre quand on est militaire, en fait. Il faut bien en être conscient, très très peu. Il y a quelques mois, moi, où j'étais dans des lieux opérationnels, on se fait tirer dessus, très bien, mais en réalité, on fait très peu la guerre. Et donc, le jour où vous la faites, là, vous n'avez vraiment pas le droit à l'erreur. Et donc, c'est un peu peut-être comme traverser l'Atlantique. Ouais. Ça se prépare de longue date et ensuite, ça ne dure pas très longtemps, finalement. Enfin, surtout quand on est très rapide comme vous. Mais honnêtement, ça nécite de s'y préparer énormément parce que l'enjeu est majeur. D'abord, l'enjeu de vie et de mort, et puis l'enjeu de défense, voire existentielle pour le pays. Et donc... moi, toute ma génération, moi je suis entré à Saint-Cyr en 85. Je peux dire qu'honnêtement, c'est vrai que toute ma génération, quand même, elle était baignée par l'histoire plus jamais juin 40 et puis aussi plus jamais la guerre d'Indochine et d'Algérie quelque part. Donc, se préparer en permanence et donc dans un cursus de long terme, je pense qu'à 50 ans, à 45 ans, à 35 ans, on apprend des choses qu'on n'apprend pas bien à 20 ans. Ça me paraît absolument certain. Voilà quelques réflexions puisque vous m'y invitez. Merci beaucoup. Alors Géraldine, qu'est-ce que vous retirez de tout ça ? Maria, tous les profs qui sont ici, qu'est-ce que vous retirez de tout ça pour la pensée éducative du leadership ? Alors, ça peut être un peu angoissant en tant que professeur parce qu'on a eu énormément d'injonctions à développer toutes ces compétences et on a des frêles épaules quand même pour développer toutes ces compétences-là. Mais je dirais qu'en définitive, en tant que professeur, on doit s'appuyer justement, en fait, ce panel nous le montre, à la fois sur nos connaissances, parce qu'on doit amener nos étudiants à réfléchir, à aller au-delà de leurs croyances. On a beaucoup parlé d'imaginaire et de croyances. On en a aussi sur le leadership et sur chacune des compétences. Et on doit être là. Moi, je commence toujours mes cours en leur disant « Vous avez des croyances sur les différents sujets dont on va parler. Mon rôle, c'est de vous apporter des connaissances pour pouvoir avoir différents points de vue par rapport à ces croyances. » Et je pense que c'est là la première étape que nous, en tant que professeurs, on doit avoir, en tant que chercheurs aussi, c'est de partager nos connaissances et d'amener nos étudiants à aller au-delà. On a beaucoup parlé d'aller au-delà des premières injonctions, apporter de la vision. C'est aussi notre rôle en tant que professeur d'aller au-delà de ces croyances de base. Mais c'est aussi savoir s'épauler sur les expériences de terrain et faire vivre des expériences à nos étudiants. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il ne s'agit plus simplement... Moi, j'ai commencé à enseigner il y a 25 ans, on diffusait de la connaissance et on avait une certaine passivité de nos étudiants en face de nous.
Aujourd'hui, on s'aperçoit que pour que les étudiants aient envie d'être embarqués sur les sujets, il faut leur donner des expériences à vivre, il faut leur donner des études de cas, des mises en situation pour qu'ils puissent vivre ce qu'on est en train de leur dire et expérimenter aussi l'échec. On a beaucoup parlé de l'ambition, du versant positif, mais je pense qu'aussi il faut leur faire prendre conscience du fait que pour devenir leader demain, eh bien, il faut aussi accepter à des moments de rencontrer l'échec et de ne pas avoir un chemin tout tracé qui serait relativement beau quand on sort de l'ESCP et qu'on a un diplôme qui peut être reconnu sur le marché du travail. Moi, je n'ai de cesse de leur dire, maintenant vous avez le diplôme qui va vous permettre d'y entrer, à vous de tracer votre propre voie et à vous aussi parfois de savoir dépasser ces différentes erreurs. Et je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. Notre rôle à l'ESCP, ce n'est pas simplement de former ceux qui vont rentrer sur le marché de l'emploi, mais c'est aussi de former tous ceux qui vont se former tout au long de leur vie professionnelle. Et je pense que quand on parle du leader, on peut avoir la tentation de voir le leader de manière stabilisée. Un jour, on a accédé à ce statut de leader et on est leader pour toujours. Et en fait, ça serait un fantasme. Et c'est aussi faire prendre conscience à nos étudiants qui peuvent être leaders un jour et plus le lendemain, mais c'est pas grave. Ils peuvent dépasser cette idée-là et être derrière un leader et suivre ce leader-là. Mais c'est aussi, et on parle beaucoup de la question des seniors en entreprise aujourd'hui, c'est de se dire aussi, on doit être capable de dire à quelqu'un au cours de sa carrière, tu n'as pas été considéré ou estampillé comme leader jusqu'à présent, et on va te donner les clés pour devenir leader à ce moment-là, dans cette situation-là, dans ce contexte-là. Et je pense que notre rôle en tant qu'enseignant, c'est d'apporter certaines clés, d'apporter certaines ouvertures à ceux qui ont vécu différents types de situations à nos étudiants, mais c'est aussi d'apporter à tous tout au long de sa vie professionnelle. Donc on a tous ces rôles-là et fort heureusement, là aussi, on ne doit pas voir le leader comme étant isolé. On est un groupe d'enseignants et on a aussi une complémentarité en tant qu'enseignant à apporter à nos étudiants, chacun apportant un angle particulier par rapport à ce sujet. Merci beaucoup, Géraldine. Et au fond, la conclusion, c'est que pour l'école de leadership de Paris, ce dialogue, cet échange entre les professionnels, les gens qui ont eu une expérience spécifique et les académiques, les professeurs, c'est quelque chose de très important. On ne peut qu'avancer ensemble, puisqu'au fond, ce qui nous intéresse le plus, c'est de transmettre aux plus jeunes. Et ça, on ne peut pas le faire sans l'académique. L'académique ne peut pas le faire non plus sans être inspiré par aussi les expériences. Surtout on a beaucoup parlé de contextualisation. Et la contextualisation, c'est quand même le collectif de toutes ces expériences-là qui donnent des spécificités à la démarche générale. Donc, je crois vraiment que si on a démontré quelque chose aujourd'hui de très positif, c'est cette compréhension entre l'académique et le professionnel. Et c'est, je crois, très utile pour la suite. J'appelle maintenant, en remerciant tous ceux qui ont participé à cette table ronde, j'appelle maintenant Éric Scholl, qui est le directeur de la rédaction de l'Express, qui va nous faire part de ses observations. C'est notre partenaire média avec lequel d'ailleurs nous collaborons depuis plusieurs temps, depuis longtemps même, et sur différents événements. Il a notamment pris un certain nombre d'initiatives pour donner une dimension européenne à son média. Peut-être qu'il pourrait nous en parler en quelques mots avant de nous parler des conclusions qu'il tire de ces débats. Merci Éric, the floor is yours. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, cher Jean-Pierre Raffarin. Et vous avez raison, effectivement, l'Express a fait sa mue européenne il y a quelques semaines avec une nouvelle formule en début de l'année, des rubriques européennes et surtout l'envie de découvrir ce qui se trame dans les entreprises, dans les laboratoires, dans les universités européennes, de Tallinn à Rome, en passant par Lisbonne, Londres ou Varsovie, où l'Express est désormais d'ailleurs présent en Pologne grâce à une version numérique en polonais. C'est la première étape de cette évolution européenne. Nous serons d'ici quelques mois présents dans toutes les langues et dans tous les pays de l'Europe. Alors, les sujets de management et leadership, évidemment, aussi nous passionnent à l'Express. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous tout début mai avec un nouveau podcast de l'Express qui va s'appeler Anatomie d'une décision et qui, chaque semaine, donnera la parole à un grand responsable pour expliquer le comment d'une décision. Des pages aussi management à retrouver toutes les semaines dans le journal. Si je dois résumer
et ça ne va pas être facile, la richesse, l'immense richesse des débats de cet après-midi. Eh bien, je dirais qu'il y a eu quand même un mot, c'était sans doute d'ailleurs le maître mot de ce colloque, c'est le mot transformation. Quand on est un leader, on doit pouvoir transformer des institutions, transformer une entreprise. Et on doit aussi apprendre à survivre à ces transformations, surtout quand elles viennent des algorithmes, nous a-t-on expliqué. Transformer, d'ailleurs, dans le dictionnaire, je lis la définition, c'est faire passer d'une forme à une autre. Et c'est bien ce que nous ont expliqué les intervenants d'aujourd'hui à l'occasion donc, de ce deuxième forum du leadership et business, transformation. Et je vais donc tâcher de vous expliquer ce qu'ils nous ont raconté. Vous vous rappelez très bien de ce superbe exposé de Philippe Val sur la transformation de la Poste, un exemple très concret, très vivant. Rappelez-vous, 18 milliards de lettres distribuées en 2008, 4 milliards en 2025, une transformation liée à la révolution numérique. Mais comment fait-on? C'est ce qu'il nous a expliqué. Il nous a surtout expliqué de ne pas dire ce que l'on fait, mais comment on l'a fait. Bref, revenir au discours de la méthode en 5 étapes, établir le diagnostic et le bon diagnostic, la vision, le plan stratégique et ses priorités. Le priorité, c'est simple, hein, c'est le courrier qui est passé de 40% à moins de 15% du chiffre d'affaires. Le management, la cohérence, très important, la cohérence. Et puis, il nous a rappelé que la transformation, ça passe aussi par des signaux. La Poste, c'était 14 sièges sociaux et aujourd'hui, il n'y en a plus que 2, la banque et le groupe. Une transformation, ça ne se décrète pas, elle se fait de façon collective, c'est ensemble, nous a-t-il dit, avec 250 000 personnes que nous avons transformé la Poste. Il faut un leader, mais aussi les postières et les postiers. C'est d'ailleurs ce qui est largement ressorti de cette première table ronde qui a suivi, dont on a parlé algorithme, on a parlé beaucoup d'IA, bien sûr, mais surtout on a aussi parlé du leadership et comment ce leadership est bousculé en cours de réinvention dans ce contexte de l'intelligence artificielle. Gwenaëlle Huette nous l'a dit, le leadership en 2026 s'exerce dans l'incertitude. Il faut accepter que les décisions soient prises malgré une information incomplète. Il faut accepter le risque qui devient une composante intrinsèque du leadership. Il faut faire des paris, nous a-t-elle rappelé. Transformation, c'est à la fois plus de comment, plus de risques, plus d'incertitudes, mais sans pour autant renverser la table. C'est d'ailleurs tout le paradoxe de cette transformation. Il faut à la fois faire des arbitrages permanents entre innover sans fragiliser l'existant, investir dans le futur, mais aussi savoir délivrer à court terme, transformer les métiers, mais sans désengager les équipes. C'est, nous a-t-elle dit, ce qu'a réussi son entreprise sous l'égide de Jean-Pascal Tricoire, Schneider Electric, non pas en s'associant avec le grand, puisque nous a-t-elle rappelé, c'était le mariage qui devait se faire et que l'Union européenne l'a refusé. Mais finalement, ça a été en faisant une autre transformation, en s'internationalisant et en misant sur l'intelligence artificielle, le tout dans un plan de transformation qui a duré une quinzaine d'années. Alors, ce rôle de leader composite, finalement, est-il atteignable? En réalité, il peut être aidé par des outils de plus en plus puissants qui sont à la disposition du leader, mais sa valeur du leadership va résider de plus en plus dans sa capacité, nous a-t-on expliqué, à poser de bonnes questions, à garder le cap. Un leader ne doit pas rester sur ses bases, mais toujours aller de l'avant. Il doit aussi fédérer, nous a rappelé Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar. Lui aussi reconnaît que les outils gagnent en puissance, que l'IA peut accélérer les tâches, mais la responsabilité du leader, elle reste de fédérer ou, comme il nous l'a dit, de mettre les bonnes personnes en mouvement autour d'un cap commun. Les machines, elles, n'ont pas réussi cela. La capacité des leaders à embarquer tout le monde. Écouter les discours de l'IA, nous a-t-il dit, difficile d'y trouver du charisme. Le rôle d'un leader, c'est donc aussi un élan qui doit rester humain. Bref, un leader augmenté, nous a-t-il rappelé, qui au passage, Frédéric Mazella nous a avoué, est un grand utilisateur de Claude Code, et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup d'utilisateurs dans la salle. Christophe Bianco, de son côté, nous a fait part de ses craintes dans ce contexte de transformation, comment on embarque les jeunes talents, comment on fait pour les accompagner. Pour le jugement en tant que leader, l'IA n'est pas prête de nous rattraper, nous a-t-il dit, mais il est nécessaire de comprendre l'environnement de l'algorithme. La réalité, c'est qu'il faut donc faire ce travail de connaissance sur les IA et surtout faire attention car l'IA n'a pas toujours raison. Si l'IA devient un yes man, eh bien, il vous dit que vous avez toujours raison, ça ne va plus. La conclusion, mais aussi finalement la question qui a été posée par Maria Koutsouvoulou, c'est que l'IA sert à faire quoi pour les leaders? Le rôle le plus mis en danger pour les leaders, nous a-t-elle rappelé, c'est le rôle décisionnel. Il faut apprendre à savoir décider dans l'incertitude, savoir dire aussi « je ne sais pas ». C'est ce qui est en tout cas ressorti de cette table ronde.
Qu'est-ce qu'on fait aussi des personnes avec une responsabilité majeure de la part des écoles, on en parlait encore il y a un instant, et bien sûr aussi des entreprises, des organisations. Gwenaëlle Huen nous a rappelé quelques éléments de base. La technologie ne crée pas de la valeur humaine sans l'humain. Il faut savoir recueillir les données. Et de bonnes données, nous a-t-elle dit. Il faut savoir poser, encore une fois, les bonnes questions. C'est le rôle du leader. Et pas seulement donner des bonnes réponses, mais donc bien poser les bonnes questions. Il faut aussi prendre en compte l'expertise de l'humain, notamment sur l'interprétation des données. Et puis, il y a cette question de la responsabilité qui revient à l'humain. Tout cela réclame de la formation. Elle nous a donné l'exemple de Schneider Electric, 150 000 salariés qui ont l'obligation de passer une formation annualisée en matière digitale chaque année. Cette transformation, nous a-t-elle raconté, elle se fait par les acteurs eux-mêmes. Elle nous a raconté l'exemple de la Chine, où chaque collaborateur, finalement, accompagne ces transformations, ils se sont impliqués et du coup on assiste même à une baisse du turnover, ce qui est remarquable. Reste néanmoins beaucoup d'interrogations, en particulier une qui a été soulevée au cours de la première table ronde, comment faire face à la disparition de cette première marche, cette fameuse première marche, ou autrement dit, comment faire pour que les juniors, alors que on voit leur poste de travail, ceux auxquels ils pouvaient aspirer, disparaître, remplacés par l'intelligence artificielle. Frédéric Mazella a apporté sa vision. Il ne s'agit pas de répondre aux questions, encore une fois, mais de savoir les poser. On revient encore à cette idée de savoir poser les questions. C'est ce qu'on doit apprendre aux nouvelles générations, nous a-t-il dit. Au passage, il a rappelé le rôle de la confiance. Nous pouvons devenir des Trossmann, le pouvoir de transmettre de la confiance, une question cruciale dans la construction de n'importe quelle activité et en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec une réflexion de fond qui nous taraude, le partage des rôles entre l'humain et la machine. Dans quelle mesure, s'est-on interrogé, dans quelle mesure la paresse intellectuelle ne risque-t-elle pas de s'installer? On a quand même besoin de jeunes cerveaux pour construire le monde de demain, a voulu nous rassurer Christophe Bianco. Avec ce défi, donc ce fameux défi, reconstruire la première marche, par exemple, en apprenant à mener des raisonnements logiques. Et pour conclure cette table ronde, première table ronde, Maria Kutsovulo nous a dit 2 éléments parmi d'autres. L'IA ne va pas remplacer l'humain et il faut savoir secouer l'establishment. Retenons ces 2 leçons. Alors cet après-midi, ces hommes et ces femmes d'entreprise ont parlé de challenge, de transformation, mais que devrait-on dire de nos leaders publics? Je pense aux décideurs publics qu'a évoqué brillamment Jean-François Copé. Jean-François Copé, en réalité, il a commencé depuis un petit moment à réfléchir à ça. Il a fait un livre sur l'IA il y a une dizaine d'années avec Alexandre Laurent. Et puis, il vient de sortir un livre qui sort aujourd'hui. Quelle incroyable opportunité. Quand les populistes trahissent le peuple, chez Plon. Je vous invite à retrouver son interview dans l'Express, un entretien croisé. Une réflexion en tout cas sur le leadership public très intéressante. Il nous a rappelé que normalement le leader, c'est une vision, c'est la mise en œuvre de cette vision, c'est le partage avec les citoyens. Et bien dans ces 3 dimensions, nous a-t-il expliqué, le leader politique se retrouve aujourd'hui challengé, à la fois dans sa vision du commandement, il est challengé par le populisme, par la radicalisation, par le court-termisme. Le rôle du chef qui est remis en cause par la remise en cause de ce qu'on appelle la verticalité, la remise en cause des hiérarchies avec cette impatience que l'on observe notamment dans les jeunes générations. Et puis, et c'est sans doute le corollaire, la perte de notion de discernement et d'expertise. Tout cela est donc que l'on observe à la fois des entreprises est encore plus vrai, nous a-t-il expliqué, en politique. Les politiques qui sont aussi maintenant rattrapées par l'IA et ce qui amène à une déstabilisation du leadership, à qui on fait des procès en inefficacité, en insincérité. Le chef n'est plus tout à fait ce qu'il était. Quant au rapport de l'IA et de l'homme politique, nous a-t-il dit, ça relève du cauchemar. Il nous a rappelé cette fameuse phrase du général de Gaulle dans son appel du 18 juin, « Moi qui vous parle en connaissance de cause », où en fait, c'était le grand mystère du commandement politique. Là où ça se complique, c'est qu'aujourd'hui, il nous a dit, l'IA va nous challenger de façon systématique et tous les jours, à tout instant. Comment intégrer l'IA à sa culture qui bouscule même les fondamentaux de l'éducation, de la capacité du raisonnement? C'est pour cette raison qu'il a insisté pour que cette question, celle qui nous a occupé cet après-midi, se retrouve dans la future campagne présidentielle. Et puis, nous sommes passés à la 2e table ronde à travers des parcours. Jean-Pierre Raffarin s'est posé la question si le leadership nous aidait à réaliser les transformations. Ce leadership, en fait, il peut aussi se nourrir des grandes aventures.
Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure à travers les exemples de Netflix, de l'armée, d'un professeur, d'une capitaine navigatrice, en passant par le parcours d'un entrepreneur. Le leadership, nous a expliqué Jean-Pierre Raffarin, c'est la perspective, là où on va, c'est la mise en mouvement, et c'est aussi la culture, c'est-à-dire ce lien dans le groupe pour faire le chemin. Et il nous a rappelé, lui aussi, général de Gaulle, l'essentiel de l'action se bâtit sur la circonstance, nous a-t-il dit. C'est pourquoi les circonstances, eh bien, finalement, ça forme la substance. Et c'est de la substance qu'on nous a donné tout à l'heure. 5 parcours extraordinaires. Je vais rapidement revenir dessus. Géraldine Galindo nous a rappelé qu'il faut savoir développer des compétences personnelles. Être leader, c'est aussi savoir révéler les autres, permettre à tous de révéler les compétences, savoir construire une pensée du leadership. Alexa Barrière, elle nous a emmenés très loin dans les océans. Une femme skipper, nous a-t-elle dit, ce n'est pas anodin, surtout quand on est méditerranéenne et femme et qu'on n'est pas un homme breton. Elle est devenue entrepreneur malgré elle, nous a-t-elle dit, et finalement 4e mondiale à l'âge de 20 ans et à 40 ans participer au Vendée Globe, c'est extraordinaire, mais elle nous a raconté ses erreurs dont elle a beaucoup appris, notamment lorsqu'elle a pris ses meilleures navigatrices de la planète. On a l'impression que c'était quand même une expérience incroyable. Meilleure navigatrice de la planète, des problèmes d'ego et des problèmes de revendication, quasiment de la grève sur les bateaux. Bref, ce qui est le plus important, c'est ce qu'elle nous en a dit, c'est-à-dire elle a appris à tirer la barre, à remettre le cap, avec cette fois-ci des personnes bienveillantes, capables d'apprendre les unes des autres et de transmettre. Et pour résumer, elle nous a dit une aventure humaine qui se résume par cette opportunité de faire un projet unique et différenciant, tout ensemble, tout est dit dans cette phrase. Benjamin Cléry-Melin, lui, nous a rappelé les débuts, c'était hier, mais c'était il y a 27 ans quand même, de Netflix. Très loin, avec des DVD. On a déjà oublié ce que c'était que les DVD. Et donc, en fait, Netflix est aujourd'hui une transformation au quotidien, nous a dit, loin des angoisses. Et c'est vrai que dans cette deuxième table ronde, avec ses parcours, autant on s'était posé dans la première table ronde beaucoup de questions, parfois un peu angoissantes. Cette deuxième table ronde, elle nous a montré aussi les satisfactions et les joies qu'apporte le leadership. Et c'est Benjamin Cléry-Melin qui est revenu sur cette joie du leadership en donnant notamment la décision à ceux qui sont au plus proche de l'information, de la décision. Il faut faire confiance par défaut, c'est l'investissement dans le leadership grâce à une culture d'entreprise, nous a-t-il raconté. Et puis, on a écouté Jean-Emmanuel Rodokanashi avec le groupe Grandir, qui nous a parlé de légitimité. La légitimité, elle se construit pas à pas, elle se démontre aussi en montrant qu'on a de l'intérêt général au cœur. Attention, nous a-t-il prévenu, c'est bien d'être leader, mais il faut bien sûr que le comité de direction suive pour assurer un leadership, mais il faut aussi que le middle management s'empare du sujet. Le leader, il doit prouver bien sûr qu'il sait faire, mais qu'il sait aussi faire faire. Et le leader doit se concentrer, nous a-t-il dit, sur le temps long, 3 à 5 ans, voire au-delà. Alors le temps long, le général Durieux, il connaît. Un militaire regarde toujours le temps long. Et de Saint-Cyr au terrain, en passant par les états-majors, aussi par l'enseignement, il nous a appris beaucoup de choses. Il nous a livré quelques leçons de management tout à l'heure et de leadership, en nous expliquant qu'on s'est posé la question, est-ce que l'armée n'est pas la meilleure école de leadership ? Eh bien, en l'écoutant, on pense que c'est en tout cas une excellente école du leadership. Elle permet de se préparer. Et pour se préparer, il faut lire Clausewitz et autres. Il faut aussi savoir rêver, nous a-t-il rappelé. Ce n'est jamais du temps de perdu. Rester humble. Je vous rappelle que la suffisance et l'insuffisance, nous a-t-il dit, ça va souvent ensemble. Il faut savoir construire un groupe. Il faut construire de l'adhésion. Il faut savoir diriger son attention vers les plus modestes. Comme nous l'avait expliqué Jean-François Ocopé, quand le vendredi après-midi, il reçoit tous ses administrés, quels qu'ils soient, dans son bureau, en écoutant, prenant du temps pour les écouter. Il faut savoir faire un plan, un peu comme quand on était au lycée, on faisait des plans de dissertation, mais un militaire, ça fait des plans sérieux, même si nous a prévenu le général Durieux, il faut tout prévoir, même si on sait que rien ne va se passer comme cela. Il faut savoir faire preuve de compromis, très important le compromis, viser des succès de long terme, mais jamais oublier le court terme, ramener tout le monde vers un objectif commun, faire preuve de souplesse et de détermination. Il faut comprendre l'environnement, il faut savoir comprendre ceux d'en face. Que ce soit dans l'armée, les ennemis, ou que ce soit dans l'entreprise, les concurrents, que ce soit en politique, les opposants. Sinon, on a déjà perdu, nous a-t-il prévenu.
Voilà, rapidement résumé les débats de cet après-midi. Pour conclure, je reprendrai les mots qu'avait utilisés Philippe Houzé en introduction. Il nous avait dit le plus probable, c'est l'improbable. Eh bien, dans cet univers si incertain dans lequel on vit, et je crois que cette incertitude nous a été largement rappelée, on a bien compris qu'on avait à la fois besoin de culture, on a encore besoin de la culture scientifique, ça nous a été dit, mais aussi de lettres. Et d'ailleurs, j'observe qu'on nous a beaucoup cité le général de Gaulle, on nous a cité René Char, et puis on nous a cité Johnny Hallyday. Alors moi, pour conclure, je vais vous citer Marcel Proust à propos de la transformation. Marcel Proust qui nous disait « Le génie, même le grand talent, vient moins d'éléments intellectuels et d'affinement social supérieurs à ceux d'autrui que de la faculté de les transformer, de les transposer. » Je vous donne rendez-vous pour le 3e forum l'an prochain, ici, et j'espère que l'Express sera présent pour ce moment. Merci à tous. Chers amis, c'est l'heure des remerciements. Remerciements à Henri Giscard d'Estaing, le président de l'École du leadership de Paris, pour cette étape, mais aussi pour ce parcours de l'école qui, avec les ateliers, qui, avec ces rendez-vous, développe la réflexion académique d'un côté et professionnelle de l'autre. Merci à lui. Merci à l'USCP. Merci au président Houzé, très, très sincèrement. Merci aussi à Léon Loluza, le directeur qui n'a pas pu être là. Il a dû être à l'étranger, mais il nous soutient activement et on voudrait le remercier. Merci naturellement aux professeurs de l'école, à Maria qui coordonne tout cela, à Géraldine et à tous les professeurs qui sont associés à tout ça. Merci à tous les intervenants qui ont apporté une contribution très dense. Et l'Express, par la voix d'Éric Scholl, vient de nous faire un article merveilleux. J'avais longtemps que je n'avais pas lu un article aussi bon, pas dans l'Express aussi toutes les semaines, mais quand même dans beaucoup de journaux, c'est quand même quelque chose de très bien. Mais je voudrais le remercier parce que c'était quand même un long travail, comme quoi, écouter, c'est un talent aussi grand que de parler. Je voudrais simplement pour dire à tous ceux qui s'intéressent au leadership que le combat continue et que le 29 août, comme tous les ans, la Fondation Prospective et Innovation fera son forum de géopolitique au Futuroscope et que nous avons choisi cette année le thème du leadership, notamment dans la géopolitique. Il semblerait qu'il y ait des compétitions de leadership dans le monde actuellement et il semblerait qu'il y ait un certain nombre de difficultés et qu'il faut essayer d'anticiper tout cela et nous allons réfléchir et jardiner tous ces sujets. Merci à chacune et chacun d'entre vous de participer à ce qui est au fond un effort pour les plus jeunes d'entre nous, les aider par nos expériences à faire en sorte qu'ils soient capables d'affronter l'avenir. Je vous remercie.